Et si, en l'espace d'une nuit, tout ce que vous croyiez savoir sur la démocratie ivoirienne s'effondrait, comme un château de cartes emporté par le vent? Imaginez une nation, autrefois célébrée pour sa stabilité exemplaire au cœur de l'Afrique de l'Ouest, soudainement projetée dans une tourmente inédite. Une seule décision, un homme déterminé à s'accrocher au pouvoir, et tout un peuple se retrouve au bord du gouffre. Le 9 août 2025, Abidjan a ouvert les yeux sur une réalité sidérante. Dès les premières lueurs du jour, les murmures ont enflé, grossissant en une vague irrésistible. À travers les avenues encombrées et les ruelles populaires, des millions d'Ivoiriens, femmes, hommes, jeunes et vieux, se sont levés, poussés par une rage commune, chacun portant ses propres espoirs déçus et ses blessures jamais guéries. Au centre de cette tempête, la candidature controversée du président Ouattara pour un 4e mandat. Pour beaucoup, ce n'est plus une simple question de politique, c'est une violation manifeste de la Constitution, un coup de force maquillé en légalité, une appropriation indue du destin collectif. Cette candidature est vécue comme une trahison, une gifle infligée à des générations entières qui, depuis des décennies, aspirent à la démocratie véritable. Mais l'indignation n'est pas l'apanage des partis ou des élites. Pour la première fois depuis des décennies, une alliance inédite se forme. Dans les cortèges, on retrouve côte à côte des étudiants en colère, des ouvriers épuisés, des paysans venus de régions lointaines, des enseignants, des médecins, des commerçants, des femmes leaders, des syndicalistes et même d'anciens rivaux politiques qui, jadis, ne se seraient pas adressé la parole. Cette union sacrée transcende les clivages habituels, unissant toutes les couches de la société dans une exigence que la voix du peuple soit enfin respectée. Comment la Côte d'Ivoire, qui pensait avoir tourné la page des crises meurtrières, a-t-elle pu arriver à ce point de rupture? Pour comprendre l'ampleur de la colère qui embrase le pays, il faut remonter dans le temps, disséquer les promesses non tenues, les espoirs déçus, les blessures béantes jamais refermées. Ce soulèvement va bien au-delà d'un simple ras-le-bol. Il met en lumière une fracture profonde et ancienne. D'un côté, une élite politique recluse dans ses privilèges, s'accrochant à ses prébendes, pratiquant une gouvernance opaque et excluante. De l'autre, une société civile désormais éveillée, déterminée à ne plus subir, prête à braver la peur, le silence et même l'indifférence des puissances étrangères et des organisations régionales. Revenons une décennie en arrière. En 2010, après des années de tensions et une élection contestée, la Côte d'Ivoire bascule dans la violence. Les rues d'Abidjan et de Bouaké se couvrent de barricades, les familles fuient, les médias internationaux s'emparent du drame. À l'époque, la communauté internationale s'active, des médiations sont lancées, et la voix du peuple, bien que meurtrie, finit par triompher. L'espoir renaît, fragile mais réel. La peur, elle, s'insinue partout, car l'enjeu dépasse largement la question d'un président ou d'un mandat. Si rien ne change, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui risque de sombrer. La sécurité acquise au prix de longues années de reconstruction, la confiance dans les institutions, les moyens de subsistance quotidiens, la réputation durement gagnée auprès des investisseurs internationaux. L'histoire récente du pays, des crises de 2002 puis de 2010 qui ont laissé des milliers de morts et des familles déchirées, hante encore les mémoires. Un retour à la violence, la fuite des capitaux, la ruine économique, tout cela plane comme une menace tangible. En 2016, la promulgation d'une nouvelle constitution suscite un vent d'optimisme. Ce texte sacralise la limitation à 2 mandats présidentiels, un véritable pacte d'honneur entre l'État et les citoyens. Partout, dans les écoles, les marchés, les radios, on discute de ce nouveau contrat social qui doit enfin garantir l'alternance, prévenir la dérive autocratique, ouvrir la voie à une démocratie apaisée. Un enseignant de Yamoussoukro se souvient. Pour la première fois, j'ai cru que mes enfants connaîtraient une Côte d'Ivoire où la loi protège tout le monde, pas seulement les puissants. Pourtant, 4 ans plus tard, tout s'effondre. Le président Ouattara, après avoir évoqué son intention de passer la main, annonce finalement sa candidature à un 3e mandat, invoquant une lecture controversée de la Constitution. Ce reset constitutionnel, selon ses partisans, effacerait les mandats précédents. Mais pour la majorité, il s'agit d'un contournement flagrant de la règle établie. La confiance, déjà fragile, se brise en 1000 morceaux. La rue gronde, les débats s'enflamment, des familles se divisent. Des exemples historiques résonnent douloureusement dans les esprits. En Guinée, en 2020,
Alpha Condé avait lui aussi modifié la constitution pour s'octroyer un troisième mandat, déclenchant une vague de protestations et une répression sanglante. Au Togo, Faure Gnassingbé règne depuis plus de 15 ans après des modifications successives de la loi fondamentale. Partout en Afrique de l'Ouest, la tentation du pouvoir à vie sème la discorde, l'instabilité, la défiance. En Côte d'Ivoire, beaucoup voient dans le cas Ouattara une répétition tragique de ces scénarios. L'indignation ne tarde pas à gagner l'ensemble du pays. À Mans, dans l'ouest montagneux, des cortèges s'organisent spontanément. À Korogo, au nord, des chefs traditionnels, généralement prudents, prennent la parole pour dénoncer le viol de la Constitution. Même dans les villages les plus isolés, la radio communautaire relaie les discours virulents, les appels à la mobilisation. Un pêcheur de Grand Bassam explique. On nous a toujours dit que la loi était au-dessus de tout. Aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Le coup de grâce intervient lorsque les principaux opposants politiques sont écartés, les uns pour des raisons judiciaires contestées, les autres pour des motifs administratifs obscurs. L'élection présidentielle vire à la formalité, la compétition n'est plus qu'apparente. Pour la majorité des Ivoiriens, il ne s'agit plus d'un scrutin, mais d'une pièce de théâtre où l'issue est connue d'avance. Beaucoup refusent d'aller voter, dénonçant une mascarade démocratique. Sous la surface, la société ivoirienne est rongée par les inégalités. Le gouvernement vante une croissance supérieure à 7% par an, des infrastructures modernes, des investissements massifs dans l'agriculture et l'énergie. Mais pour la grande majorité, la réalité est tout autre. Dans les quartiers populaires d'Abobo ou d'Adjamé, les jeunes chôment massivement, les familles peinent à joindre les deux bouts, la pauvreté s'installe. Un jeune diplômé de Bouaké témoigne. On nous parle de milliards investis, mais chez nous, il n'y a pas d'emploi, pas d'eau courante, pas de perspective. Dans les campagnes, la situation est aussi tendue. Des paysans dénoncent des prix du cacao et du café toujours trop bas. Des terres accaparées par les grandes entreprises, des routes impraticables pendant la saison des pluies. Beaucoup se sentent oubliés, marginalisés, exclus des fruits de la croissance. Le fossé entre la capitale et les provinces se creuse, nourrissant un sentiment d'injustice qui ne cesse de grandir. Parallèlement, la défiance envers les institutions est profonde. La commission électorale indépendante est perçue comme inféodée au pouvoir, la justice comme sélective et partiale. Les décisions importantes se prennent dans l'entre-soi, sans consultation réelle de la population. Pour beaucoup, il ne s'agit plus simplement de politique, c'est un véritable détournement du pouvoir, une usurpation du futur. La répression, elle, ne fait qu'envenimer la situation. Des manifestations pacifiques sont dispersées violemment, des leaders associatifs arrêtés, des journalistes intimidés. Dans certains quartiers, la peur règne, mais ailleurs, une nouvelle dynamique naît. Des policiers dialoguent discrètement avec les manifestants, des soldats hésitent à obéir aux ordres de répression. Un gradé raconte sous couvert d'anonymat. Beaucoup d'entre nous sont fatigués. Nous aussi, nous sommes du peuple, nous avons des familles, nous voulons la paix. Face à ce contexte explosif, plusieurs scénarios se dessinent. Le plus redouté, une bascule de l'armée, traditionnellement pilier de la stabilité. Si une partie des soldats prend fait et cause pour la population, le régime pourrait vaciller en quelques jours, ouvrant la voie à une transition incertaine. Le souvenir du Burkina Faso en 2014, où la démission de Blaise Compaoré fut précipitée par une insurrection populaire alliée à la neutralité de l'armée, est dans toutes les têtes. L'enjeu, désormais, est colossal. À chaque journée de tension, la crainte d'une escalade grandit. Les entreprises étrangères, inquiètes, commencent à rapatrier leurs salariés. Les marchés financiers réagissent négativement, le franc CFA se déprécie, des milliers d'emplois sont menacés. Les commerçants d'Abidjan, qui avaient misé sur la stabilité, voient leurs revenus fondre. Une femme entrepreneur confie « J'ai investi toutes mes économies dans une petite boutique, mais avec l'insécurité, je ne sais pas si je pourrais tenir jusqu'à la fin de l'année. » Autre possibilité, l'implication de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de la France ou des Nations Unies. Mais jusqu'à présent, ces acteurs observent un silence prudent, sans doute échaudé par les échecs passés au Mali ou en Guinée. Ce mutisme alimente la colère des Ivoiriens qui ont le sentiment d'être abandonnés, mais il envoie aussi un signal inquiétant aux autres dirigeants africains. Contourner la Constitution ne semble plus entraîner de conséquences majeures. Pourtant, l'espoir survit. Sur les réseaux sociaux, la solidarité s'internationalise. Des jeunes burkinabés, sénégalais, congolais, nigérians reprennent les slogans ivoiriens
appellent à la vigilance, dénoncent la confiscation du pouvoir par une poignée de dirigeants vieillissants. Des pétitions circulent, des vidéos virales dénoncent la situation. Un hashtag démocratie ou rien, est partagé des centaines de milliers de fois, donnant à la contestation une résonance continentale. Ensuite, il faut maintenir l'unité du mouvement. L'histoire africaine est jalonnée d'exemples où la division a fait échouer les plus beaux élans populaires. Au Sénégal, en 2012, l'union des forces de l'opposition et de la société civile a permis de barrer la route à un troisième mandat du président Wade, sans tomber dans le piège de la violence. À l'inverse, au Zimbabwe ou en RDC, la fragmentation a souvent renforcé les régimes en place. Des exemples historiques montrent que rien n'est inéluctable. En 2011, la Tunisie a renversé en quelques semaines une dictature vieille de plusieurs décennies, donnant naissance au printemps arabe. À chaque fois, le point de bascule a été l'union des forces sociales, la détermination de la jeunesse et la capacité à articuler des revendications claires. En Côte d'Ivoire, le défi est immense, mais la dynamique populaire qui se met en place pourrait, si elle se structure, ouvrir la voie à une refondation. Quelles sont, dès lors, les étapes concrètes pour transformer l'indignation en avancée durable? D'abord, il s'agit de formuler des revendications précises, partagées par tous. Réintégration de tous les candidats exclus, réforme de la commission électorale, garantie d'élections transparentes sous supervision internationale, respect des libertés publiques, justice pour les victimes de la répression. Ces exigences doivent être portées non seulement dans la rue, mais aussi à travers des plateformes numériques, des pétitions, des relais dans la diaspora. La jeunesse, moteur essentiel du mouvement, doit se doter d'une stratégie claire. Cela passe par des assemblées citoyennes dans tous les quartiers, la formation de comités de vigilance, la création de plateformes de dialogue intergénérationnel. Des ateliers de réflexion, des groupes de travail sur la réforme électorale, l'accès à l'emploi, la répartition des richesses peuvent voir le jour. L'objectif, dépasser la seule protestation pour bâtir un projet de société inclusif. La diaspora ivoirienne, nombreuse en France, au Canada, aux États-Unis, en Italie, peut aussi jouer un rôle clé. Par le relais médiatique, les plaidoyers auprès des institutions internationales, l'envoi de fonds pour soutenir les familles touchées par la crise, elle peut maintenir la pression et éviter que le mouvement ne s'essouffle. L'armée, quant à elle, peut jouer un rôle décisif. Si elle choisit de protéger les citoyens au lieu de réprimer, elle deviendra le garant d'une transition pacifique. Les exemples du Burkina Faso en 2014 ou du Mali en 2020 montrent que la neutralité, voire le soutien de l'armée au peuple, peut précipiter le changement sans effusion de sang. Mais le risque d'une récupération par des factions militaires existe toujours, d'où la nécessité d'un dialogue permanent entre société civile, opposition et forces de sécurité. Enfin, la mobilisation internationale n'est pas à négliger. À l'ère des réseaux sociaux, l'opinion mondiale peut forcer les chancelleries à sortir de leurs réserves. En Afrique du Sud, en 2016, la pression internationale a été déterminante pour obtenir la démission de Jacob Zuma. En Côte d'Ivoire, une campagne bien organisée, relayée par des personnalités reconnues, des artistes, des intellectuels, peut attirer l'attention et obtenir des prises de position claires de la part des partenaires traditionnels du pays. Pour éviter les écueils, plusieurs étapes pratiques s'imposent. Mais le risque est immense. Si cette fenêtre historique se referme sans résultat, la Côte d'Ivoire pourrait s'enfoncer dans une décennie de stagnation, de défiance et de résignation. Les espoirs brisés laisseraient place à l'apathie, ruinant toute perspective pour une génération déjà sacrifiée. À l'inverse, réussir ce virage serait un signal fort pour toute l'Afrique de l'Ouest. La preuve qu'un peuple uni peut imposer le respect de ses droits et réinventer son destin. Des scénarios alternatifs doivent aussi être envisagés. Et si, comme en Égypte après 2011, la révolution était confisquée par une nouvelle élite, militaire ou civile? Et si le pouvoir, acculé, tentait une ouverture cosmétique, sans remettre en cause les fondements du système? Ou, au contraire, si la rue s'organisait, imposant une transition de rupture, pacifique mais radicale, incarnée par de nouveaux visages issus de la société civile? Premièrement, instaurer un dialogue national inclusif, associant non seulement les partis politiques, mais aussi les syndicats, les organisations de femmes, les représentants religieux et coutumiers, les jeunes et les diasporas. Ce dialogue doit être public, transparent, retransmis sur les médias nationaux,
pour garantir la participation de tous. Troisièmement, confier à une commission indépendante la mission de réformer la commission électorale, en y intégrant des représentants de toutes les composantes de la société, sous supervision internationale. Deuxièmement, obtenir un engagement formel de l'armée à respecter la neutralité, à protéger les citoyens et à garantir la sécurité des débats. Cet engagement peut être scellé par un accord écrit, signé par les chefs militaires, les représentants de la société civile et les autorités religieuses. Quatrièmement, organiser une conférence nationale sur la répartition des richesses, l'accès à l'emploi, la réforme de l'éducation et de la santé, afin de répondre aux attentes concrètes des populations. Cinquièmement, mobiliser la diaspora pour soutenir financièrement les initiatives citoyennes locales, offrir des bourses aux jeunes déscolarisés à cause de la crise, et renforcer les capacités des médias indépendants. Enfin, sensibiliser les alliés internationaux, France, Union européenne, Nations unies, Banque mondiale, sur la nécessité d'accompagner la transition, non par des discours de façade, mais par un appui concret, aide à la sécurisation du processus, soutien à la justice transitionnelle, annulation de certaines dettes conditionnées à des avancées démocratiques. Dans les rues, les slogans rivalisent de créativité. Démocratie ou rien, non au mandat de trop. La Constitution n'est pas un papier à jeter. Pour la première fois, d'anciens adversaires politiques, naguère ennemis jurés, marchent ensemble. Des femmes, des jeunes, des travailleurs, des retraités, des artisans, tous réclament un avenir où leur voix comptera réellement, où l'on ne décidera plus pour eux, mais avec eux. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement une alternance au sommet de l'État, mais la capacité de la démocratie ivoirienne à renouer avec son peuple, à inventer un modèle qui inspire au-delà de ses frontières. Le monde entier observe. À Dakar, Bamako, Lomé, Ouagadougou, des analystes scrutent la situation, conscients que l'issue ivoirienne préfigurera sans doute l'avenir politique de toute la région. Refuser ce changement, céder à la peur, à la résignation, c'est condamner le pays à la stagnation, à la défiance qui entretient la pauvreté et la violence. Accepter le défi, oser la refondation, c'est ouvrir la voie à une société plus juste, plus solide, plus ouverte, où chacun aura sa place. Il y a urgence. Le choix est limpide. Trahir la voix du peuple et s'enfoncer dans la crise, ou saisir cette occasion pour bâtir, ensemble, une Côte d'Ivoire nouvelle. Ce choix appartient à tous, dirigeants, citoyens, alliés étrangers, acteurs locaux. Car ce qui se joue à Abidjan résonne jusqu'à Paris, New York, Johannesburg, Beijing. Ce soulèvement est un appel à la responsabilité, à la lucidité. Préserver l'économie, la stabilité et la dignité humaine exige que chacun prenne ses responsabilités. La Côte d'Ivoire montre aujourd'hui que, uni, un peuple peut tracer sa voie, envers et contre tout. Chacun a un rôle à jouer. Les journalistes en informant sans parti pris. Les juges en disant le droit. Les entrepreneurs en investissant dans des projets solidaires. Les jeunes en refusant la violence et la manipulation, en s'organisant pour surveiller les scrutins, en participant activement au débat public. La page qui s'ouvre dépendra de la vigilance de tous. Transformer la colère en projet commun, la contestation en construction durable, cela ne se décrète pas. Cela se conquiert chaque jour par l'engagement, le dialogue et le courage. Les enseignants peuvent organiser des débats dans les écoles, les associations lancer des campagnes de sensibilisation, les artistes écrire des chansons engagées, les chefs religieux prêcher la paix et la justice depuis leur chair. Si ce carrefour devient une impasse ou un nouveau départ, cela dépendra de l'engagement de chacun, de la capacité à dépasser les rancœurs, à privilégier l'intérêt général sur les calculs personnels. L'histoire retiendra ceux qui auront bâti, pas ceux qui auront survécu. Pour conclure, la Côte d'Ivoire, en ce mois d'août 2025, n'est pas seulement le théâtre d'une crise. Elle est la scène d'un possible renouveau, d'un sursaut démocratique attendu depuis trop longtemps. Ce moment de vérité, rare et précieux, peut devenir le point de bascule d'une génération qui refuse de voir son avenir confisqué. À chacun d'y prendre part. À chacun de décider si ce sursaut sera éphémère ou fondateur. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. À elle, à nous tous, d'écrire la suite.
La vigilance, la détermination et l'unité seront les clés pour transformer l'épreuve en victoire. La route sera longue, semée d'embûches, mais l'exemple ivoirien peut, s'il aboutit, inspirer toute l'Afrique de l'Ouest. La démocratie ne s'impose jamais d'en haut, elle se construit pas à pas, dans la douleur parfois, mais toujours par la volonté d'un peuple qui choisit, ensemble, de se lever.